Arrête de m'être contacté, était son dernier message. J'ai bloqué son numéro. Maintenant, elle envoie de longs textes depuis des numéros inconnus en m'être suppliant de répondre. J'aurais dû la remercier pour la clarté au lieu de perdre 8 mois à essayer de comprendre ce qui n'allait pas. En y repensant, les signes étaient partout mais j'étais trop investi dans ce que je pensais que nous construisions pour les voir clairement. Je m'appelle David, j'ai 31 ans, et je travaille comme spécialiste du contrôle de la qualité pharmaceutique à Boston, gagnant environ 125 000 par an. Ce n'est pas un travail glamour, mais c'est stable, significatif, et assez bien payé pour vivre confortablement dans l'une des villes les plus chères d'Amérique. J'ai toujours été du genre pratique, le gars qui lit les petits caractères, économise pour les urgences, et apprécie réellement de créer des feuilles de calcul pour suivre nos dépenses communes. Quand j'ai rencontré Emma il y a 3 ans dans un café près du MIT, je pensais avoir trouvé quelqu'un qui appréciait cette stabilité. C'était cette graphiste indépendante dynamique avec de la peinture sous les ongles et de grands rêves de créer un art qui comptait. Elle parlait de son travail avec une telle passion que je me suis retrouvé sincèrement enthousiasmé par des projets que je ne comprenais pas entièrement. Et j'adorais la façon dont elle pouvait voir la beauté dans des choses que je n'avais jamais remarquées. Pendant la première année et demie, nous semblions nous compléter parfaitement. Je fournissais la base financière tandis qu'elle apportait la créativité et la spontanéité dans mon monde structuré. Je couvrais environ 75% du loyer de notre appartement de Boston parce que son revenu d'indépendante était irrégulier, et cela ne me dérangeait pas parce que je croyais que nous construisions quelque chose ensemble. Quand elle a mentionné qu'elle avait du mal avec 12 000 de dettes de prêt étudiant, je les ai remboursées sans hésiter, lui disant que c'était un investissement dans notre avenir. Quand elle a voulu créer une entreprise de bijoux en ligne vendant des sculptures en fil faites à la main, j'ai fourni le capital initial et l'ai aidé à mettre en place la structure de l'entreprise. Même si l'entreprise a finalement échoué après 6 mois, je pensais sincèrement que je la soutenais en aidant quelqu'un que j'aimais à poursuivre ses rêves pendant que je m'occupais des nécessités pratiques. Mais quelque part vers le 18e mois, les choses ont commencé à changer d'une manière que j'ai d'abord considérée comme une évolution normale de la relation. Emma a rejoint un nouveau groupe d'amis centré sur cette femme nommée Vanessa, qui semblait se spécialiser dans la promotion de ce qu'elle appelait des partenariats d'élite et des rencontres de niveau exécutif via ses plateformes de médias sociaux. Soudain, Emma consommait du contenu sur les hommes de grande valeur et le positionnement stratégique des relations, des concepts qui semblaient complètement étrangers à notre réalité. Elle a commencé à faire des commentaires sur mon travail qui me piquaient d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait articuler. Quand je mentionnais un projet réussi ou une amélioration de processus que j'avais mis en œuvre, elle hochait poliment la tête mais changeait ensuite de sujet pour raconter des histoires sur le petit ami de Vanessa, qui gagnait apparemment 6 chiffres en négociant des crypto-monnaies à la journée. Mon approche méthodique des investissements, ma préférence pour les fonds indiciels et la planification à long terme sont devenus des sources de léger embarras plutôt que la sagesse financière qu'elle admirait autrefois. Je l'ai regardé se transformer lentement de quelqu'un qui appréciait ma stabilité en quelqu'un qui en avait presque honte. Elle a commencé à poser des questions qui semblaient chargées, comme si j'avais déjà envisagé une carrière plus dynamique ou si j'étais satisfait d'un style de vie aussi conventionnel. La femme qui se blottissait contre moi pendant que j'expliquais les intérêts composés a commencé à lever les yeux au ciel quand j'ai mentionné la maximisation de nos cotisations de retraite. Emma a commencé à sortir davantage avec le cercle de Vanessa, assistant à des événements de réseautage et à des rencontres créatives auxquelles j'étais subtilement découragé de participer. Quand je lui demandais comment s'étaient passées ces soirées, elle donnait des réponses vagues sur les relations professionnelles et les opportunités potentielles, mais je sentais sa distance croissante par rapport à notre vie commune. Elle a commencé à traiter notre appartement comme une étape temporaire plutôt que comme la maison que nous avions soigneusement choisie et meublée ensemble. Le travail de graphiste indépendante qui l'avait autrefois excitée est devenu une source de frustration, et elle a commencé à parler de plus grandes opportunités qui nécessitaient différents types de relations. Je me suis retrouvé à marcher sur des œufs, craignant que ma tendance naturelle à la planification et à l'analyse ne déclenche une autre conférence sur la pensée limitante ou les mentalités averses au risque. Le pire était la façon dont elle a commencé à présenter la dynamique de notre relation comme quelque chose qui la freinait plutôt que de la soutenir. Ma volonté de m'occuper des factures est devenue une preuve de sa dépendance plutôt que de notre partenariat. Ma nature pratique, qui avait autrefois été attrayante, est devenue un handicap dans sa quête de ce que la foule de Vanessa considérait comme un style de vie plus élevé. J'ai continué à essayer de comprendre ce qui avait changé, ce que je pouvais faire différemment. Mais chaque conversation semblait renforcer sa conviction croissante que je représentais tout ce qu'elle devait dépasser plutôt que de grandir avec. L'humiliation finale est survenue lors d'un événement de réseautage sur un toit pour les contacts de l'industrie créative d'Emma,
où j'ai appris exactement le peu de respect qu'elle avait encore pour moi. Elle m'avait invité à ce qu'elle décrivait comme un rassemblement professionnel important, et j'avais en fait hâte de rencontrer les personnes dont les opinions étaient devenues si influentes dans sa vie. J'ai mis mon plus beau costume, préparé des questions réfléchies sur leur travail, et je voulais sincèrement soutenir Emma dans son développement de carrière. L'événement s'est déroulé dans ce lieu branché du centre-ville avec des cocktails hors de prix et une foule qui semblait plus concentrée sur la prise de photos Instagram que sur le réseautage réel. Emma a immédiatement gravité vers Vanessa et son petit ami Marcus, le négociant de crypto-monnaies à la journée qui représentait apparemment tout ce que je n'étais pas. Marcus était le genre de gars qui portait des montres chères qu'il ne pouvait pas réellement se permettre et parlait constamment de ses derniers gains d'investissement tout en omettant commodément ses pertes. Quand Emma m'a présenté comme son petit ami qui travaille dans l'industrie pharmaceutique, Marcus s'est lancé dans cette conférence condescendante sur la façon dont les industries traditionnelles mouraient et comment quiconque travaillait encore à un emploi régulier manquait la révolution numérique. J'ai essayé d'engager le dialogue respectueusement, en mentionnant quelques développements intéressants dans l'investissement biotechnologique, mais il m'a coupé avec un rire et a dit au groupe que mon approche était exactement le genre de pensée dépassée qui maintient les gens piégés dans la médiocrité. Emma est restée là et n'a rien dit pendant que ce type me traitait essentiellement de dinosaure financier devant tout son cercle social. La conversation s'est envenimée lorsque Marcus a commencé à expliquer ses stratégies de négociation, qui étaient essentiellement des jeux de hasard sophistiqués habillés de mots à la mode d'analyse technique. Je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai poliment mentionné que son approche présentait des facteurs de risque extrêmement élevés et que la plupart des négociants à la journée perdaient de l'argent avec le temps, étayant ma déclaration avec des données statistiques réelles que j'avais lues dans des revues financières. Marcus a levé les yeux au ciel et a dit à tout le monde que c'était exactement ce qu'il voulait dire sur la façon dont la pensée conventionnelle limitait les rendements potentiels. Emma était en fait d'accord avec lui, disant que peut-être que certaines personnes sont simplement plus à l'aise avec des résultats sûrs et prévisibles plutôt que de poursuivre la vraie richesse. Elle l'a dit avec ce sourire d'excuse, comme si elle était embarrassée par mon manque de vision plutôt que fière de mes connaissances financières. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac en réalisant qu'elle se distanciait publiquement de mon point de vue pour s'aligner sur le sien. La soirée s'est poursuivie avec Marcus tenant le crachoir sur les tendances des crypto-monnaies pendant que le reste du groupe buvait ses paroles comme s'il était une sorte de gourou financier au lieu d'un gars qui avait eu de la chance pendant une bulle de marché. Emma a participé avec enthousiasme aux conversations sur la mise à l'échelle des entreprises créatives et l'exploitation des marques personnelles pour un impact maximal, en utilisant une terminologie qu'elle avait clairement absorbée du contenu de Vanessa. Quand quelqu'un a posé une question sur mon travail, Emma a sauté sur l'occasion avant que je puisse répondre, expliquant que j'étais dans un domaine très stable mais que la stabilité signifiait parfois un potentiel de croissance limité. Elle a présenté ma carrière comme si c'était un prix de consolation plutôt qu'une profession qui maintient littéralement les gens en vie grâce à la sécurité des médicaments, la surveillance. J'ai passé le reste de l'événement à regarder Emma jouer cette nouvelle version d'elle-même, quelqu'un qui s'excusait de ma présence plutôt que de l'apprécier. Sur le chemin du retour, elle est restée silencieuse jusqu'à ce que nous arrivions à un feu rouge. Puis elle s'est tournée vers moi avec cette expression que je n'avais jamais vue auparavant, comme si elle regardait un problème qu'elle devait résoudre. Elle m'a dit que passer du temps avec des personnes ambitieuses lui avait fait réaliser à quel point elle avait limité sa propre pensée en acceptant la sagesse conventionnelle sur les relations et les cheminements de carrière. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire spécifiquement, elle a expliqué que le groupe de Vanessa l'avait aidé à comprendre la différence entre les partenaires qui s'élèvent mutuellement et les partenaires qui favorisent les zones de confort de l'autre. Selon Emma, j'étais définitivement dans la catégorie des facilitateurs, offrant la sécurité mais pas l'inspiration, la stabilité mais pas la croissance. Elle a dit que ses amis lui avaient fait remarquer qu'elle avait expliqué et défendu la dynamique de notre relation au lieu de la célébrer, ce qui était apparemment un signal d'alarme qu'elle avait ignoré. Le pire est arrivé quand elle m'a dit que Marcus lui avait demandé en privé si elle était vraiment heureuse avec quelqu'un d'aussi peu enclin au risque, et que sa question lui avait fait réaliser qu'elle s'était contentée de la sécurité au lieu de poursuivre son plein potentiel. Elle a porté le coup de grâce en expliquant que tout son groupe d'amis me voyait comme son filet de sécurité plutôt que comme son véritable partenaire, et qu'elle en avait assez d'être la fille qui choisissait la sécurité plutôt que l'ambition. Emma m'a dit qu'elle avait besoin d'espace pour devenir la personne qu'elle était censée devenir, et que cela signifiait s'entourer de personnes qui comprenaient ce qu'elle essayait de construire plutôt que de personnes qui remettaient en question chaque décision non conventionnelle. Elle a clairement indiqué que mon approche pratique de la vie, ma préférence pour les stratégies éprouvées plutôt que pour les risques à la mode, représentait tout ce qu'elle devait dépasser si elle voulait créer le genre de succès que le cercle de Vanessa avait atteint. 3 jours après cet événement de réseautage humiliant,
Emma a mis fin à notre relation de 3 ans par un message texte alors qu'elle assistait à une retraite de week-end avec les amis influenceurs de Vanessa. J'étais à la maison un dimanche matin, en train de préparer du café et de réviser des documents de travail lorsque mon téléphone a vibré avec un message qui allait tout changer. Le texte était clinique et final, expliquant qu'elle avait beaucoup réfléchi pendant sa retraite et qu'elle avait réalisé qu'elle devait faire des changements de vie majeurs pour s'aligner sur son véritable potentiel. Elle a écrit que notre relation était devenue une zone de confort qui l'empêchait de poursuivre le genre de relation et d'opportunités qui pourraient transformer sa trajectoire de carrière. Emma a expliqué qu'elle avait eu une prise de conscience sur ce qu'elle voulait de la vie, et que cela signifiait s'entourer exclusivement de personnes qui partageaient sa vision de la croissance exponentielle plutôt que du progrès progressif. Le message s'est poursuivi pendant plusieurs paragraphes, décrivant comment elle prévoyait de se concentrer entièrement sur la construction de sa marque personnelle et l'expansion de son réseau au sein de l'écosystème entrepreneurial de Vanessa. Elle m'a remercié pour le soutien financier au fil des ans, mais a clairement indiqué qu'elle était prête à créer sa propre histoire de réussite sans dépendre de la stabilité ou de l'approche conventionnelle de quelqu'un d'autre pour construire la richesse. La dernière ligne m'a frappé comme un coup physique, me disant d'arrêter de la contacter parce qu'elle avait besoin d'un espace complet pour exécuter sa nouvelle stratégie de vie sans aucun lien émotionnel avec ses anciennes croyances limitantes. J'ai lu ce message texte 3 fois, sentant quelque chose changer en moi qui n'était pas la dévastation ou le chagrin, mais plutôt un étrange sentiment de clarté que je n'avais pas connu depuis des mois. Au lieu de m'effondrer ou de l'appeler désespérément pour me battre pour notre relation, je me suis retrouvé à analyser la situation avec la même approche méthodique que j'utilisais pour les évaluations de contrôle de qualité au travail. Emma m'avait essentiellement licencié du poste de petite amie par message texte, tout en se cachant derrière une retraite de développement personnel au lieu d'avoir une conversation d'adulte sur notre avenir. La lâcheté et le manque de respect dans son approche m'ont tout dit sur ce qu'elle était devenue sous l'influence de Vanessa. J'ai passé l'heure suivante à passer en revue nos obligations financières communes avec la précision d'un comptable judiciaire, documentant chaque facture, contrat de location et dépenses que j'avais couvertes pendant notre temps ensemble. J'ai sorti les relevés bancaires, les factures de services publics et les reçus des achats importants, créant une feuille de calcul complète qui montrait exactement combien j'avais investi dans notre vie commune au cours des 3 dernières années. Les chiffres étaient stupéfiants lorsqu'ils étaient présentés systématiquement, représentant non seulement de l'argent mais aussi du temps et de l'énergie émotionnelle que j'avais investi pour soutenir quelqu'un qui venait de me jeter par message texte. J'ai calculé les contributions au loyer, les remboursements de dettes, les investissements commerciaux et les dépenses quotidiennes, réalisant que j'avais essentiellement financé le style de vie d'Emma pendant qu'elle développait la confiance nécessaire pour me quitter pour des perspectives plus excitantes. Plutôt que de m'apitoyer sur mon sort ou d'essayer de traiter la dévastation émotionnelle, j'ai abordé cela comme toute autre décision commerciale qui nécessitait une planification stratégique immédiate. Emma avait fait son choix très clairement par ses paroles et sa méthode de livraison, et je n'allais pas perdre de temps à essayer de la faire changer d'avis ou de comprendre son raisonnement. J'ai commencé à faire des listes d'étapes pratiques suivantes, en commençant par notre contrat de location d'appartement commun et en terminant par une séparation complète de nos liens numériques et sociaux. À midi, j'avais défini une stratégie de sortie complète qui me retirerait de tous les aspects de la vie d'Emma avec une précision chirurgicale, la laissant faire face à la pleine réalité financière de l'indépendance qu'elle prétendait vouloir. J'ai appelé mon colocataire d'université, 3, lui ai expliqué la situation en termes factuels et lui ai demandé s'il pouvait m'aider à exécuter un déménagement dans les prochains jours pendant qu'Emma était encore à sa retraite. 3 a immédiatement compris l'avantage stratégique d'agir rapidement pendant son absence, et il a commencé à se coordonner avec 2 autres amis qui avaient des camions et des horaires flexibles. J'ai passé le dimanche soir à classer chaque article de notre appartement par propriétaire, en prenant des photos des numéros de série et des reçus de tout ce que j'avais acheté de cher. Le message texte d'Emma avait été clair sur le fait de vouloir une séparation complète, et j'avais l'intention de lui donner exactement ce qu'elle avait demandé de la manière la plus approfondie possible. La femme qui avait rompu avec moi par SMS alors qu'elle assistait à une retraite de marque personnelle était sur le point d'apprendre ce qu'il en coûte réellement de maintenir le style de vie qu'elle avait pris pour acquis tout en poursuivant son cercle social élevé. Emma a prolongé sa retraite de plusieurs jours supplémentaires, publiant des stories Instagram sur des moments de percée et des changements de paradigme pendant que j'exécutais le plan d'extraction le plus complet de ma vie. 3 est arrivé lundi matin avec un camion et 2 autres amis qui ont compris la mission sans avoir besoin d'explications détaillées sur le drame de la relation. Nous avons travaillé avec une précision militaire, en retirant systématiquement chaque article que j'avais acheté au cours de nos 3 années ensemble. J'avais préparé des listes détaillées la veille, organisées par pièce et par priorité,
en veillant à ne rien manquer ou à ne pas prendre accidentellement quelque chose qui appartenait à Emma. Nous avons commencé par les gros meubles que j'avais achetés lorsque nous avons emménagé ensemble, le canapé sectionnel pour lequel j'avais économisé pendant des mois, la table et les chaises de la salle à manger que j'avais assemblées moi-même, et l'ensemble de chambres à coucher qui avait pris des semaines de recherche et de sélection. Chaque pièce d'électronique a suivi, des téléviseurs intelligents et des systèmes de son à l'ordinateur portable que je lui avais laissé utiliser pour son travail de conception, et à la console de jeux que j'avais à peine touchée depuis que nous avions commencé à sortir ensemble. L'équipement de cuisine a disparu article par article, y compris la machine à expresso qu'Emma utilisait tous les matins mais n'avait jamais proposé d'aider à acheter, ainsi que tous les ustensiles de cuisine de qualité et les petits appareils électroménagers qui avaient rendu possible nos séances de préparation de repas du dimanche. J'avais installé un système domotique complet au cours de la dernière année, en ajoutant progressivement des appareils pour rendre notre appartement plus pratique et économe en énergie, et j'ai méthodiquement retiré chaque capteur, concentrateur et composant automatisé jusqu'à ce que l'endroit ressemble à nouveau à un logement locatif de base. 3. À trouver toute l'opération fascinante d'un point de vue logistique, commentant la quantité de choses qui s'accumulent lorsqu'une personne paie constamment pour des mises à niveau et des améliorations, tandis que l'autre personne profite simplement des avantages. Mes amis ont en fait été impressionnés par l'organisation et la documentation que j'avais préparée, traitant le déménagement comme un puzzle intéressant plutôt qu'une crise émotionnelle. Le mardi après-midi, nous avions tout chargé dans des unités de stockage que j'avais louées à l'autre bout de la ville, laissant les effets personnels d'Emma bien organisés mais complètement seule dans ce qui était soudainement devenu un appartement vide très cher. J'ai contacté les compagnies de services publics et résilié tous les services qui étaient à mon nom, y compris Internet, le câble, l'électricité et le gaz, en veillant à ce que les déconnexions prennent effet le lendemain du retour prévu d'Emma. Le bail présentait un défi plus complexe. Mais j'avais attentivement examiné notre contrat de location et j'avais découvert que je pouvais le résilier en payant une pénalité équivalente à 2 mois de loyer, ce qui, selon mes calculs, était toujours moins cher que de continuer à subventionner le logement d'Emma pendant qu'elle poursuivait son nouveau style de vie indépendant. J'ai fait un chèque pour couvrir les frais de résiliation anticipés et j'ai pris des dispositions pour que le gestionnaire immobilier s'occupe directement des détails avec Emma, me retirant de toute obligation de logement futur. Mon dernier acte a été d'imprimer une capture d'écran du message texte de rupture d'Emma, celui où elle me disait d'arrêter de la contacter, et de le scotcher sur le réfrigérateur autrement vide avec une simple note manuscrite qui disait « Le message reçu est respecté », suivi de ma signature. Je voulais qu'elle comprenne que j'avais pris ses instructions au sérieux et que je les avais mises en œuvre plus minutieusement qu'elle ne l'avait probablement prévu. Avant de quitter l'appartement pour la dernière fois, j'ai changé mon numéro de téléphone et bloqué Emma sur toutes les plateformes de médias sociaux, comptes de messagerie et services numériques que nous avions jamais utilisés pour communiquer. J'ai activé de nouveaux comptes avec des noms d'utilisateurs différents qu'elle ne pourrait pas deviner, disparaissant essentiellement de son monde numérique aussi complètement que j'avais disparu de son espace physique. 3. M'a aidé à déménager mes nécessités immédiates dans un appartement d'entreprise meublé à Cambridge que j'avais organisé par le biais des services de relocalisation de mon entreprise. Une solution temporaire qui me donnerait le temps de trouver un logement permanent sans me précipiter dans un autre engagement à long terme. L'appartement d'entreprise était en fait une amélioration par rapport à notre ancien logement de Boston, avec une meilleure sécurité, des services publics inclus, et un service de conciergerie qui s'occupait des livraisons et des demandes de maintenance. J'ai passé le mercredi soir à déballer mes articles essentiels et à m'émerveiller de la simplicité de la vie lorsque chaque décision m'appartenait seule, de ce qu'il fallait regarder à la télévision à la façon d'organiser les armoires de cuisine. La retraite d'Emma devait se terminer le jeudi soir, ce qui signifiait qu'elle reviendrait découvrir sa nouvelle réalité dans les 24 heures. Je ne ressentais aucune anticipation, anxiété ou curiosité quant à sa réaction. Parce que j'avais exécuté sa demande de séparation complète avec la rigueur qu'elle aurait dû attendre de quelqu'un formé au contrôle de la qualité et à la résolution systématique de problèmes. Elle avait voulu de l'espace pour poursuivre son style de vie élevé sans aucune influence limitante de la pensée conventionnelle, et j'avais fourni exactement cela en supprimant toute trace de mon système de soutien conventionnel de son environnement. Emma est revenue de sa retraite qui a changé sa vie le jeudi soir pour découvrir à quoi ressemblait réellement l'indépendance totale. Et sa réaction a été exactement aussi prévisible que ce à quoi je m'attendais de la part de quelqu'un qui n'avait jamais fait face aux conséquences réelles de ses choix. Selon 3, qui a maintenu le contact avec quelques connaissances communes, elle a d'abord appelé la police, pensant que quelqu'un avait cambriolé notre appartement avant de trouver ma note collée sur le réfrigérateur vide. Les officiers lui ont apparemment expliqué que les différends domestiques impliquant des biens partagés n'étaient pas des affaires criminelles à moins qu'un vol réel n'ait eu lieu.
Et comme je n'avais pris que des articles dont je pouvais prouver que je les avais achetés, il n'y avait rien qu'il puisse faire pour l'aider à récupérer ce qu'elle avait perdu. Emma a passé sa première nuit de retour à dormir sur un matelas pneumatique qu'elle a dû acheter à minuit dans un magasin ouvert 24 heures sur 24, en utilisant la lampe de poche de son téléphone parce que les services publics que j'avais annulés ne seraient pas rétablis avant qu'elle n'établisse de nouveaux comptes à son nom. Elle a découvert que la mise en place de services de base nécessitait des dépôts de garantie qu'elle n'avait pas prévus, des vérifications de crédit qui révélaient sa dépendance financière, et des délais d'attente qui signifiaient vivre sans Internet ni électricité fiable pendant plusieurs jours. L'appartement qu'elle avait partagé avec moi s'est transformé du jour au lendemain d'une maison confortable en une boîte vide et chère qui montrait exactement à quel point notre style de vie dépendait de mes contributions plutôt que de sa vision créative. Incapable de me joindre par les canaux normaux puisque je l'avais bloqué partout et changé de numéro, Emma a commencé à créer de faux comptes de messagerie avec des lignes d'objets de plus en plus désespérées pour attirer mon attention. Les premiers messages étaient en colère, menaçant une action en justice pour abandon et affirmant que j'avais violé un contrat de relation imaginaire en partant sans préavis approprié. Elle m'a accusé d'être vindicatif et immature, arguant que les adultes devraient être capables de mettre fin à des relations sans détruire les situations de vie ou la stabilité financière de l'autre. Emma a essayé de présenter mon extraction systématique comme de la violence psychologique, oubliant commodément qu'elle avait initié notre séparation complète par un message texte tout en évitant toute conversation en face à face sur notre avenir. Lorsque l'approche colérique n'a généré aucune réponse, elle est passée à des tactiques de manipulation, envoyant de longs messages sur la façon dont la retraite de Vanessa l'avait aidée à réaliser qu'elle avait été influencée par des schémas de pensée toxiques qui ne reflétaient pas ses vrais sentiments sur notre relation. Elle a affirmé que le texto de rupture avait été écrit lors d'une séance de percée émotionnelle qu'elle regrettait maintenant, et qu'elle avait besoin de me parler pour reconstruire ce que nous avions eu ensemble sur une base plus solide. Emma a promis qu'elle avait appris de précieuses leçons sur l'appréciation de la stabilité et du partenariat, en utilisant un langage qui donnait l'impression qu'elle avait répété des excuses tout en calculant combien il en coûterait de remplacer tout ce que j'avais retiré de sa vie. Elle a commencé à envoyer des essais de plusieurs pages à partir de différentes adresses électroniques et numéros de téléphone qu'elle avait empruntés à des amis, détaillant sa nouvelle compréhension de ma valeur et suppliant pour une chance de prouver qu'elle pouvait être la partenaire reconnaissante que je méritais. Les messages ont révélé à quelle vitesse son cercle social élevé avait disparu une fois que sa situation financière était devenue apparente. Vanessa et Marcus étant soudainement trop occupés pour offrir un soutien pratique maintenant qu'Emma ne pouvait plus se permettre de participer à leurs événements de réseautage coûteux et à leurs activités de style de vie. Le ton d'Emma est devenu de plus en plus paniqué alors qu'elle réalisait que les personnes qui l'avaient encouragée à me quitter n'avaient aucun intérêt à l'aider à faire face aux conséquences de cette décision, la laissant isolée dans un appartement qu'elle ne pouvait pas se permettre avec un style de vie qu'elle ne pouvait pas maintenir. Elle a essayé toutes les techniques de manipulation émotionnelle que je l'avais vue utiliser avec succès dans le passé, de la culpabilité pour l'argent que j'avais dépensé pour elle aux promesses sur l'avenir que nous pourrions construire ensemble si je lui donnais juste une autre chance de faire ses preuves. Les messages arrivaient à toute heure, parfois cohérents et stratégiques, d'autres fois décousus et désespérés, mais toujours axés sur le fait de me convaincre que sa décision de rompre avait été une erreur temporaire plutôt qu'un choix calculé de poursuivre de meilleures options. Emma a même tenté de me contacter par le biais de mon email professionnel, ce que j'ai immédiatement signalé au RH comme du harcèlement de la part d'une ancienne partenaire amoureuse, créant une trace écrite qui me protégerait si son comportement s'aggravait. Elle a commencé à contacter mes amis et les membres de ma famille qu'elle pouvait trouver sur les médias sociaux, essayant de les enrôler comme intermédiaires qui pourraient me convaincre de répondre à ces tentatives de communication de plus en plus désespérées. La femme qui m'avait dit avec assurance d'arrêter de la contacter tout en poursuivant son style de vie élevé faisait maintenant tout son possible pour rétablir le contact, découvrant apparemment que l'indépendance était beaucoup plus difficile que ce que ses amis influenceurs avaient annoncé. Au cours des 8 mois suivants, je me suis consacré à la construction de la vie qu'Emma s'était convaincue que j'étais incapable de créer, prouvant que son évaluation de mon potentiel avait été aussi fausse que tout le reste de sa nouvelle vision du monde. Mon superviseur avait été impressionné par mon approche systématique de l'extraction de la relation et ma concentration totale sur le travail par la suite, me recommandant de diriger un projet critique de conformité à la FDA qui était au point mort depuis des mois en raison de problèmes de gestion antérieurs. J'ai appliqué la même précision méthodique que j'avais utilisée pour documenter nos dépenses communes à la création de pistes d'audit complètes et d'amélioration de processus qui ont rationalisé l'ensemble de notre service d'assurance qualité. Le projet impliquait la coordination entre plusieurs fabricants de produits pharmaceutiques, des régulateurs fédéraux et des normes de conformité internationales, nécessitant exactement le type de planification détaillée et d'évaluation des risques qu'Emma avait rejeté comme une pensée conventionnelle limitante.
Mon travail a attiré l'attention de la direction générale lorsque j'ai identifié des lacunes potentielles en matière de conformité qui auraient pu coûter à l'entreprise des millions d'amendes et de retards, conduisant à des mises en œuvre qui ont permis d'économiser à la fois du temps et de l'argent tout en dépassant les exigences de la FDA. La réussite de ce projet m'a valu une promotion au poste de directeur principal de l'assurance qualité avec une augmentation de salaire de 30% et des responsabilités élargies qui comprenaient la formation d'autres équipes sur les approches systématiques de gestion des risques. J'ai utilisé mon revenu accru pour déménager dans un appartement de luxe à Back Bay avec des baies vitrées, des planchers de bois franc et des commodités qui faisaient ressembler mon ancienne situation de vie partagée à une chambre d'étudiant. La situation d'Emma s'est détériorée en proportion directe de mon avancement professionnel, incapable de se permettre l'appartement de Boston seule et contrainte de retourner vivre chez ses parents dans la banlieue de Worcester après que son propriétaire ait entamé une procédure d'expulsion pour loyer impayé. Vanessa et son cercle d'entrepreneurs s'étaient discrètement éloignés une fois que le fournisseur financier d'Emma avait disparu, découvrant apparemment que leurs événements de réseautage élevé étaient moins intéressants lorsqu'ils étaient fréquentés par quelqu'un qui ne pouvait pas contribuer au dîner de groupe ou au week-end dans des destinations chères. J'ai appris par des connaissances communes qu'Emma avait essayé de maintenir son style de vie pendant quelques mois en utilisant des cartes de crédit, mais qu'elle avait finalement atteint ses limites et fait face à la réalité que le travail de graphiste indépendante ne pouvait pas soutenir le niveau de vie auquel elle s'était habituée pendant notre relation. Ses publications sur Instagram sont passées de contenus inspirants sur la croissance personnelle et le réseautage ambitieux à des citations de motivation génériques sur le dépassement des défis et la confiance dans le processus, avec sensiblement moins de photos présentant des repas coûteux ou des accessoires de marque. J'ai commencé à m'entraîner pour le marathon de Boston, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais priorisé pendant les années où je me concentrais sur le soutien des divers projets d'Emma et le maintien de nos obligations de vie partagées. Le programme d'entraînement structuré m'a donné des objectifs clairs et des marqueurs de progrès mesurables. De plus, il m'a mis en contact avec d'autres athlètes sérieux qui appréciaient la discipline et l'engagement à long terme plutôt que les solutions rapides et les raccourcis. Grâce à mon groupe de course, j'ai rejoint un club de randonnée professionnel qui organisait des week-ends dans toute la Nouvelle-Angleterre, où j'ai rencontré des gens de diverses industries qui partageaient mon appréciation de la planification, de la préparation et de la réussite progressive au fil du temps. Ces activités ont rempli mon calendrier social de personnes qui appréciaient la fiabilité et le suivi, créant un réseau de soutien basé sur des intérêts communs plutôt que sur des dépendances financières ou une validation sur les médias sociaux. Emma a continué ses tentatives de me joindre par le biais de contacts professionnels, de connaissances communes et même de faux profils LinkedIn conçus pour ressembler à des relations professionnelles potentielles, mais j'ai maintenu un silence radio complet tout en documentant chaque tentative pour d'éventuelles plaintes de harcèlement. Ses parents ont apparemment essayé de la convaincre de suivre une thérapie et de se concentrer sur la reconstruction de sa carrière, mais elle est restée fixée sur l'idée que la réconciliation avec moi était la solution à ses problèmes financiers et émotionnels plutôt que d'accepter la responsabilité des choix qui avaient conduit à sa situation actuelle. J'ai entendu dire qu'elle avait commencé à travailler à temps partiel dans une agence de marketing locale à Worcester tout en vivant dans sa chambre d'enfant, une rétrogradation spectaculaire par rapport au style de vie créatif indépendant qu'elle avait imaginé lorsqu'elle avait décidé que je n'étais pas assez ambitieux pour soutenir ses aspirations élevées. Pendant ce temps, je découvrais que la vie sans pression financière constante et sans manipulation émotionnelle était remarquablement paisible, me permettant de poursuivre des intérêts et des relations basées sur une véritable compatibilité plutôt que sur des fantasmes de sauvetage ou des obligations de culpabilité. La confrontation finale a eu lieu lors d'un dîner de remise de prix de l'industrie pharmaceutique où je recevais une reconnaissance pour mon projet de conformité à la FDA, et Emma est apparue en tant que photographe d'événements indépendante travaillant pour la société de restauration qui avait été engagée pour documenter la soirée. J'étais assis à une table avec des collègues et Claire, la brillante biochimiste avec qui je sortais depuis 3 mois après l'avoir rencontrée par le biais de mon groupe de randonnée, quand j'ai remarqué une silhouette familière se déplaçant entre les tables avec un équipement de caméra professionnelle. Emma avait l'air sensiblement différente de la femme confiante qui avait rompu avec moi par message texte, portant une robe noire mal ajustée qui suggérait qu'elle empruntait des vêtements pour des missions de travail et se déplaçant avec l'efficacité prudente de quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre de faire des erreurs qui pourraient lui coûter le travail. Elle m'a repéré pendant la réception et a passé l'heure suivante à se positionner pour prendre des photos près de notre table, espérant clairement une occasion de s'approcher sans créer de scène qui pourrait compromettre son emploi. Quand je me suis excusé pour aller aux toilettes pendant une pause entre les remises de prix, Emma m'a suivi et m'a intercepté dans le couloir avec le genre de détermination désespérée que je reconnaissais de ces mois de tentatives de contact infructueuses. Elle avait l'air épuisée et stressée d'une manière qui n'avait rien à voir avec le fait de travailler un soir de photographie,
avec des cernes sous les yeux et une énergie nerveuse qui suggérait qu'elle fonctionnait au café et à l'anxiété plutôt qu'à un repos ou une nutrition réelle. Emma s'est immédiatement lancée dans un discours préparé sur la façon dont elle avait passé les 8 derniers mois à réaliser quelle terrible erreur elle avait commise, et comment me voir recevoir une reconnaissance professionnelle lui avait fait comprendre qu'elle avait jeté la meilleure chose de sa vie pour une illusion créée par des influenceurs des médias sociaux. Elle a supplié pour une conversation privée où elle pourrait expliquer tout ce qu'elle avait appris sur elle-même et s'excuser correctement pour la façon dont elle m'avait traité pendant la relation et surtout pendant le processus de rupture. J'ai écouté poliment pendant qu'elle détaillait sa nouvelle perspective sur les relations, la stabilité financière et l'importance d'apprécier les partenaires qui fournissent un soutien authentique plutôt qu'un drame excitant. Mais ces paroles ressemblaient à un entretien d'embauche de la part de quelqu'un qui cherchait désespérément à être réembauché plutôt qu'à une croissance émotionnelle sincère. Quand Emma a terminé ses excuses répétées, je l'ai calmement informée que ses tentatives continuent de me contacter par divers canaux au cours des 8 derniers mois constitués du harcèlement, et que j'avais tout documenté pour une éventuelle action en justice si le comportement ne cessait pas immédiatement. J'ai expliqué que j'avais des captures d'écran de faux comptes de messagerie, des enregistrements d'appels à mon lieu de travail, et des déclarations de témoins d'amis et de membres de la famille qu'elle avait approchés pour essayer de me joindre, créant une trace écrite complète qui démontrait un schéma clair de contact non désiré malgré mon manque évident de réponse. Le visage d'Emma est devenu pâle alors qu'elle réalisait que ces mois de démarches désespérées avaient constitué un dossier juridique contre elle plutôt que d'adoucir ma détermination ou de prouver son engagement à la réconciliation. Elle a commencé à protester qu'elle avait seulement essayé de réparer ses erreurs et de reconstruire notre relation. Mais je l'ai interrompue en expliquant que les adultes qui veulent réparer les erreurs de relation ne passent pas des mois à harceler leurs ex-partenaires par le biais de faux comptes et d'intermédiaires tiers. Quand Emma s'est effondrée et m'a supplié de me souvenir de ce que nous avions eu ensemble et à quel point les choses pourraient être bonnes si je lui donnais juste une autre chance de prouver qu'elle avait changé, je l'ai présentée à Claire, qui s'était approchée pour vérifier si tout allait bien pendant notre absence prolongée de la cérémonie de remise des prix. Claire était tout ce qu'Emma n'était pas, financièrement indépendante avec sa propre carrière réussie, intellectuellement curieuse de mon travail plutôt que menacée par celui-ci, et assez confiante pour soutenir mes ambitions plutôt que de rivaliser avec elle pour attirer l'attention. L'expression d'Emma s'est effondrée alors qu'elle serrait la main de Claire et réalisait que je n'avais pas attendu dans l'espoir d'une réconciliation, mais que j'avais plutôt avancé avec quelqu'un qui appréciait réellement les qualités qu'elle avait passé des années à saper et à rejeter. J'ai mis fin à la rencontre en disant à Emma que son texto de rupture me disant d'arrêter de la contacter avait été le meilleur conseil qu'elle m'ait jamais donné, et que je le suivais enfin complètement en arrêtant tout contact de façon permanente, y compris cette conversation qui serait notre dernière interaction en toutes circonstances. Alors que Claire et moi retournions vers la cérémonie de remise des prix, Emma a appelé après nous avec un dernier plaidoyer désespéré sur tout ce qu'elle avait appris et grandi. Mais je ne me suis pas retourné ni n'ai accusé réception de ses paroles, parce que j'avais déjà tout entendu ce qu'elle avait à dire par ses actions plutôt que par ses promesses. La femme qui avait autrefois rejeté mon approche conventionnelle des relations et de la réussite professionnelle travaillait maintenant comme aide engagée lors d'un événement célébrant exactement le genre de réalisation qu'elle m'avait dit que je n'accomplirais jamais, pendant que j'étais assis avec quelqu'un qui comprenait que construire quelque chose de significatif prend du temps, de l'engagement et un respect mutuel plutôt qu'une validation sur les médias sociaux et des stratégies de réseautage.